La fumée de cigare dans la pièce était si épaisse qu'on aurait pu la mâcher. Mais Roman ne la remarquait pas. Il ne remarquait pas les hommes qui se disputaient au sujet des routes maritimes, ni le whisky qui tiédissait dans son verre. Tout ce qu'il sentait, c'était la vibration du téléphone prépayé dans sa poche gauche. Le numéro n'était pas répertorié. Une seule personne l'avait. Il a porté le combiné à son oreille. Silence, puis une inspiration tremblante. « Pouvez-vous, s'il vous plaît, venir me chercher ?» a murmuré la secrétaire. Roman s'est levé. La réunion était terminée. Roman Valory dirigeait ses opérations comme une entreprise du Fortune 500. La violence était strictement un dernier recours. C'était un coût administratif qu'il préférait ne pas inscrire dans les registres. Il portait des costumes anthracites sur mesure. Il tenait ses registres impeccablement. Et il employait des civils qui pensaient travailler pour une société de logistique de taille moyenne. Tessa Quinn était l'une de ces civils. Elle était assise à l'accueil de Valory Logistics, une forteresse d'acajou et de verre dépoli. Pendant 3 ans, elle avait géré l'emploi du temps de Roman. Elle avait rempli ses déclarations d'impôts et elle lui apportait un café noir à 8h15 précises chaque matin. Elle ne demandait jamais pourquoi ses associés arrivaient avec les poings meurtris, ni pourquoi les livraisons fragiles du port de Baltimore nécessitaient des escortes armées. Elle gardait la tête baissée. Elle faisait son travail. Roman aimait ça chez elle. Il aimait le claquement sec de ses talons sur le parquet, la manière efficace dont elle triait son courrier, et le fait qu'elle ne flirtait jamais avec lui. Elle était son ancre dans le monde ordinaire. Il était en pleine réunion avec les frères Boyle. C'était un duo d'usuriers du Southside qui tentait de s'imposer dans ses entrepôts portuaires, quand le téléphone a vibré. Pas son téléphone principal, mais le morceau de plastique crypté qu'il gardait exclusivement pour les urgences absolues. Il a levé la main. Terry Boyle s'est arrêté au milieu de sa phrase. Roman a sorti le téléphone de sa poche. Il a fixé l'écran. C'était le numéro de Tessa. Il l'avait programmé lui-même le jour où il l'avait embauché. Il avait ignoré ses objections. Elle disait qu'il était totalement inutile que le PDG ait le portable personnel de sa secrétaire. Il a appuyé sur le bouton vert et l'a porté à son oreille. Parler. À l'autre bout du fil, il a entendu l'écho caverneux d'une grande pièce. Un courant d'air sifflait à travers des fenêtres mal isolées, puis le son de quelqu'un qui s'efforçait de respirer silencieusement. Monsieur Valory. Sa voix était un filet mince et brisé, à peine un fil. La posture de Roman a changé. L'inclinaison décontractée de ses épaules a disparu. Les frères Boyle, irrités une seconde plus tôt, se sont soudainement adossés à leur fauteuil en cuir. Ils sentaient la température de la pièce chuter. « Tessa, où êtes-vous? Pouvez-vous, s'il vous plaît, venir me chercher? » a murmuré la secrétaire. Roman a fermé les yeux une fraction de seconde. À travers le combiné, il a entendu le bruit de bottes lourdes raclant le béton. Quelqu'un cherchait. Il a entendu une voix étouffée et gutturale en arrière-plan. Vérifiez les bureaux du fond. Elle n'a pas pu passer par le quai de chargement. « Êtes-vous à l'entrepôt du quai 41? » a demandé Roman. Sa voix était tombée dans un registre grave et monocorde. Il y avait envoyé il y a 3 heures pour déposer les chèques de paie au contremaître. Ça devait être une course de 20 minutes. « Oui? » a-t-elle soufflé. « Le bureau du directeur au 2e étage. La porte est verrouillée. Mais ils ont des clés. » Roman. Je les ai entendus faire teinter les clés. Elle l'a appelé Roman. 3 ans de Monsieur Valory. La terreur avait finalement balayé les formalités. « Mettez-vous sous le bureau », a dit Roman. Il se dirigeait déjà vers la porte, laissant son manteau sur la chaise. Gardez le téléphone allumé. Ne faites pas un bruit. « Roman, où allez-vous » a exigé Terry Boyle en se levant. « On n'a pas fini ici. » Roman ne l'a même pas regardé. Il a pointé du doigt son sous-chef, Matteo, qui se tenait près du bar. « Gardez-les ici. Personne ne sort. » Roman a marché dans le couloir. Son pouce appuyait sur un numéro abrégé de son téléphone principal. Il se dirigeait vers l'ascenseur privé. Les portes se sont ouvertes. « Carmine », a dit Roman dans le second téléphone, en entrant dans l'ascenseur. « J'ai besoin de 2 voitures au quai 41, maintenant. »« Combien d'hommes, patron? » Roman a regardé son reflet dans l'acier brossé des portes de l'ascenseur. Ses yeux étaient morts. Sa mâchoire était si serrée que ses dents lui faisaient mal. Tessa était une civile. Elle était sa civile. « Juste toi et le chauffeur pour surveiller le périmètre, » a dit Roman. L'ascenseur a eu une secousse en descendant. « J'y vais seule. » Tessa était assise, les genoux serrés contre sa poitrine. Elle était recroquevillée dans l'espace poussiéreux sous un bureau en métal rouillé. Le plancher était glacial. Elle pouvait sentir l'odeur de vieille huile de moteur et la pourriture humide et salée du port. Elle a plaqué sa main sur sa bouche, essayant de retenir sa propre respiration haletante. Son téléphone portable reposait sur le sol, à côté de sa cuisse. La durée de l'appel augmentait dans la faible lueur de l'écran. Roman était toujours en ligne. Elle ne pouvait pas l'entendre, mais savoir que la connexion était ouverte était la seule chose qui l'empêchait d'hyperventiler. Ça devait être un simple dépôt. Apporter les enveloppes, obtenir la signature du contremaître, retourner au bureau et finir de rédiger le rapport trimestriel. Mais le contremaître, un homme trapu nommé Hodges, n'était pas dans sa cabine habituelle. Tessa avait erré dans les couloirs arrière de l'entrepôt à sa recherche. C'est là qu'elle a entendu la dispute. Elle avait jeté un œil à travers une fissure dans la cloison sèche. Elle a vu Hodges parler à 3 hommes qu'elle ne reconnaissait pas. Ce n'étaient pas des hommes de Valory. Ils portaient des blousons en cuir avec un écusson différent. Et ils chargeaient des caisses dans une camionnette banalisée. Des caisses qui auraient dû se trouver dans l'entrepôt sécurisé de Roman. Elle avait accidentellement donné un coup de pied dans un pot de peinture vide. Le son a résonné comme un coup de feu. Les hommes se sont retournés. Hodges l'a pointé du doigt.
Elle a couru. Maintenant, elle était piégée dans le bureau du directeur au 2e étage. La serrure de la lourde porte en chêne était ancienne. C'était un simple mécanisme à bouton poussoir qu'un bon coup de pied pourrait probablement faire voler en éclats. Des pas lourds ont fait grincer les escaliers en bois au bout du couloir. Elle est ici. Une voix a résonné. Elle était rauque, chargée des glaires d'un fumeur. Je l'ai vue monter par l'escalier de secours. Tessa a serré les yeux. Des larmes ont coulé, chaudes et rapides, traçant des sillons dans la poussière sur ses joues. Elle avait 28 ans. Elle vivait dans un studio avec un chat recueilli et une pile de prêts étudiants en retard. Elle avait pris le poste chez Valerie Logistics parce que le salaire était 30% supérieur à la moyenne du marché. Elle savait, de manière abstraite, que son patron était un homme dangereux. Mais le danger avait toujours existé derrière des portes closes. C'était des rumeurs, des chuchotements, des noms caviardés sur des factures. Maintenant, le danger marchait dans le couloir, secouant les poignées de porte. Clac, clac, clac. Les pas se sont arrêtés devant le bureau du directeur. Tessa a retenu sa respiration. Ses poumons la brûlaient. Un poing lourd a frappé le bois. « Ouvre, ma belle. On veut juste parler de ce que tu as vu. Personne ne doit être blessé. » Tessa a plaqué ses 2 mains sur sa bouche. Elle a serré les yeux encore plus fort. « S'il te plaît, Roman. S'il te plaît. » Une clé s'est glissée dans la serrure. Le métal a gratté, grinçant contre les vieilles goupilles. Puis, brusquement, le cliquetis a cessé. Tessa a cligné des yeux, fixant le filet de lumière sous la porte du bureau. 2 ombres se projetaient dans l'interstice. Les hommes se tenaient juste derrière. « Hey » a dit l'un des hommes dehors. Sa voix semblait confuse. « Mais qui êtes-vous? » Il y a eu un bruit sourd et écœurant. Ça ne ressemblait pas à un coup de poing de cinéma. Ça ressemblait à un sac de ciment mouillé heurtant un parquet. Un hoquet bref et haletant a suivi, puis un grand fracas contre la cloison sèche. Le bâtiment a littéralement tremblé. Tessa a sursauté, se recroquevillant encore plus. Un autre impact lourd et humide, un bruit de branches qui se brisent, un grognement gargouillant, puis un bruit de traînement, suivi du silence. Un silence total, suffocant. La lumière sous la porte était de nouveau nette. Les ombres avaient disparu. Tessa a fixé la porte. Son cœur battait si fort qu'elle le sentait dans ses dents. Était-il parti? Quelqu'un d'autre les avait-il trouvés? Un tapotement léger et rythmé a retenti contre le bois de la porte. 3 coups légers. Tessa. La voix était grave, douce et totalement dénuée de panique. C'était une voix qu'elle avait entendue 1000 fois. Pour demander un stylo, dicter un email ou lui dire de prendre le reste de sa journée. C'était Roman. Tessa est sortie de sous le bureau en se dépêchant. Ses jambes étaient engourdies, refusant de la porter correctement. Elle a trébuché contre le classeur. Elle s'est pratiquement jetée sur la porte, tâtonnant pour trouver le loquet. Elle l'a ouverte d'un coup sec. Roman se tenait dans le couloir faiblement éclairé. Il portait son pantalon de costume anthracite et une chemise blanche. Les manches étaient retroussées jusqu'au coude. Sa cravate avait disparu. Les 2 premiers boutons de sa chemise étaient défaits. Il avait l'air parfaitement calme, à l'exception de ses mains. Les jointures de sa main droite étaient ouvertes et couvertes de sang frais et vif. Tessa a laissé échapper un sanglot étouffé. Le barrage a cédé. La distance professionnelle qu'elle avait maintenue pendant 3 ans s'est dissoute en une fraction de seconde. Elle a tendu la main, agrippant le tissu de sa chemise. Ses doigts se sont noués dans le coton. Roman n'a pas bronché. Il ne s'est pas reculé. Il est entré dans le bureau. Sa grande silhouette bloquait l'entrée, la protégeant de ce qui se trouvait dans le couloir. Il a levé une main, sa main gauche propre, et a saisi l'arrière de sa tête. Il a pressé son visage contre sa poitrine. « Je te tiens », a-t-il murmuré. Sa voix était une vibration physique contre sa joue. « Tu es en sécurité. Je te tiens. » Tessa s'est accrochée à lui, tremblant si violemment que ses dents s'entrechoquaient. Elle a inspiré son odeur. Une eau de Cologne chère, la pluie, et l'odeur métallique et âcre du sang. Il volait dans l'entrepôt, a-t-elle balbutié. Les mots sortaient dans un flot de panique. Hodges les aidait. Ils m'ont vu. Je ne voulais pas regarder, Roman. J'ai juste... Chut. Roman a déposé un baiser sur le sommet de sa tête. C'était un mouvement complètement instinctif, non calculé. Ça n'a pas d'importance. Tu as fait exactement ce que tu devais faire. Tu m'as appelé. Il l'a gardé pressé contre lui pendant encore 10 secondes, laissant sa respiration ralentir. Il ne l'a pas pressé. Il s'est tenu comme un pilier de béton au milieu du bureau délabré jusqu'à ce que sa prise sur sa chemise se desserre un tout petit peu. « Nous allons marcher jusqu'à ma voiture », a dit Roman doucement, en la regardant. « Je vais garder mon bras autour de toi. Tu vas regarder tes chaussures jusqu'à ce que nous soyons dehors. Tu as compris? » Tessa a levé les yeux vers son visage. Ses yeux sombres étaient doux quand il la regardait, mais une froideur morte et terrifiante persistait au bord de son regard. Il n'était pas un PDG en ce moment. Il était exactement ce que les rumeurs disaient de lui. Elle a hoché la tête une fois. Roman a passé fermement son bras autour de ses épaules, la blottissant contre lui. Il l'a guidée hors du bureau. Tessa a essayé de regarder ses chaussures, mais l'instinct humain l'a trahi. En entrant dans le couloir, ses yeux se sont tournés sur le côté. 2 hommes étaient par terre. L'un était immobile, le visage tourné vers le mur. Une flaque sombre s'étendait sur le plancher sous sa tête. L'autre était recroquevillé en position fétale, serrant son genou. Celui-ci était plié à un angle impossible et grotesque. Il gémissait, regardant Roman avec une expression de terreur absolue et pure. Roman ne leur a même pas jeté un regard. Il a enjambé les jambes de l'homme gémissant comme s'il enjambait une flaque d'eau dans la rue. « Garde les yeux baissés, Tessa », lui a rappelé Roman, d'un ton doux mais ferme.
Ils ont descendu les escaliers et sont sortis par la porte latérale de l'entrepôt. L'air froid de la nuit a frappé le visage de Tessa. Il sentait le sel et la pluie imminente. Un SUV noir tournait au ralenti dans la ruelle, les phares éteints. Un homme imposant en costume, Carmine, se tenait près de la portière arrière ouverte. Carmine a regardé les mains ensanglantées de Roman, puis Tessa, le visage impassible. « Patron, à l'intérieur? Occupe-toi du désordre à l'étage, » a dit Roman en aidant Tessa à monter sur la banquette arrière. Hodges est impliqué. Trouve-le. Ne le tue pas avant que je lui parle. Oui, monsieur. Carmine a refermé la porte derrière eux. L'intérieur du SUV était chaud et sentait le cuir. Roman s'est assis à côté d'elle, laissant une trentaine de centimètres entre eux. Le contact physique était rompu. L'absence soudaine de sa chaleur a fait frissonner Tessa. Le chauffeur est sorti de la ruelle, les pneus sifflant sur l'asphalte humide. Tessa était assise, les mains sur les genoux. Elle a regardé ses doigts. Ils étaient tachés de quelques gouttes de rouge, transférées de la chemise de Roman quand elle l'avait agrippé. Elle a fixé le sang. Roman l'observait. Il a sorti un mouchoir blanc immaculé de sa poche et s'est penché. Il n'a pas demandé. Il a simplement pris ses mains dans les siennes. Ses doigts larges et rugueux essuyaient doucement le sang de sa peau. « Je suis désolé que tu aies eu à voir ça », a dit Roman. Sa voix était fatiguée maintenant. L'adrénaline retombait, laissant derrière elle un lourd épuisement. Tessa a détourné le regard de ses mains pour le regarder. Elle a vu les ecchymoses qui commençaient à se former sur ses jointures. Elle a vu comment sa mâchoire était encore crispée par la tension. Il était un monstre pour les hommes de cet entrepôt. Il était un monstre pour la ville. Mais il avait tout laissé tomber pour la sortir de l'obscurité. « Tu es venu ?» a-t-elle murmuré, sa voix encore rauque. Roman a arrêté d'essuyer ses mains. Il a levé les yeux. Ses yeux sombres ont rencontré les siens dans la faible lumière des lampadaires qui défilaient. L'espace entre eux est soudainement devenu électrique. Il était chargé de 3 ans de non-dits. « Tessa », a-t-il dit doucement, son pouce frôlant ses jointures. « Si tu appelles, je viendrai toujours. » Le trajet vers la ville fut une leçon de silence. La forte pluie a finalement éclaté, martelant la vitre renforcée du SUV. Elle brouillait les néons des rues entraînés de couleurs fracturées. Tessa gardait les yeux sur la fenêtre. La chute d'adrénaline l'avait laissée vider. Ses membres étaient lourds et remplis de sable. Elle sentait la présence de Roman à côté d'elle, une source de chaleur rayonnante dans l'intérieur frais en cuir. Il tapait d'une main sur son téléphone principal. Son pouce bougeait par coups secs et rythmés. Son autre main, celle avec les jointures ouvertes et meurtries, reposait à plat sur sa cuisse. Le SUV ne se dirigeait pas vers son quartier. Quand le chauffeur a pris la sortie du quartier financier, Tessa a finalement tourné la tête. « Mon appartement est dans l'autre direction », a-t-elle dit. Sa voix était rauque, dépouillée de sa cadence nette et professionnelle habituelle. Roman n'a pas levé les yeux de son écran. « Tu ne rentres pas chez toi. J'ai besoin de rentrer chez moi. Hodges a ton dossier d'employé. Tessa. Ça veut dire qu'il a ton adresse. » Roman a envoyé le message qu'il rédigeait et a verrouillé l'écran, se tournant enfin pour la regarder. « Tant que je ne saurai pas exactement à qui il a vendu ma cargaison, ton appartement est compromis. Tu viens avec moi. J'ai un chat, a-t-elle dit. C'était une chose stupide et sans importance à dire, mais son cerveau s'accrochait désespérément aux encres banales de sa vie. La facture d'eau, le linge dans le sèche-linge, le chat tigré orange qui attendait près de sa gamelle. Si elle allait avec Roman, elle admettait que sa vie normale était suspendue, peut-être de façon permanente. Roman a tapé sur la vitre de séparation. Elle a glissé de 5 centimètres. « Appelle Léo », a ordonné Roman au chauffeur. « Dis-lui d'aller à l'appartement de Mademoiselle Quinn dans le West End, qu'il récupère son chat et toutes ses affaires, et qu'il les dépose à la planque sur la 4e rue. » « Oui, patron. » Roman s'est retourné vers elle. « Le chat ira bien. Tu restes chez moi. » Ce n'était pas une demande. Tessa a hoché lentement la tête, appuyant sa tête contre le siège. 10 minutes plus tard, le SUV est descendu dans un garage souterrain privé sous un immense gratte-ciel en verre. Roman l'a conduite à un ascenseur privé qui s'ouvrait directement sur son penthouse. Tessa avait géré ses factures pendant 3 ans. Elle savait ce que cet endroit coûtait. Mais le voir était différent de payer la taxe foncière sur un registre. Le penthouse était vaste, minimaliste et d'un silence suffocant. Des baies vitrées allaient du sol au plafond et donnaient sur la ligne d'horizon scintillante de la ville. Mais l'intérieur ressemblait à un musée. Des sols en ardoise froide, des meubles en cuir noir, pas de photos, pas de désordre. C'était la maison d'un fantôme. La chambre d'amis est au bout du couloir à gauche. La salle de bain est approvisionnée, a dit Roman. Il a enlevé sa veste de costume abîmée et l'a jetée sur le dossier d'un tabouret de bar. Prends une douche. Verrouille la porte si ça te rassure. Je vais passer quelques appels. Il s'est dirigé vers l'îlot de cuisine, grimaçant légèrement en fléchissant sa main droite. Le sang sur ses jointures avait séché en une croûte brune et craquelée. Tessa la regardait. Elle aurait dû aller directement dans la chambre d'amis. Elle aurait dû verrouiller la porte, se blottir sous les couvertures et avoir la crise de nerfs à laquelle elle avait entièrement droit. Au lieu de ça, les instincts administratifs qui faisaient d'elle la meilleure secrétaire qu'il ait jamais eue ont pris le dessus. C'était un mécanisme de défense. Si elle avait une tâche, elle n'avait pas à penser à l'homme mort dans l'entrepôt. « Où est ta trousse de premier secours ?» a-t-elle demandé. Roman s'est arrêté, se tournant pour la regarder de l'autre côté du comptoir en granit. « Je vais m'en occuper. Tu n'as qu'une seule main valide en ce moment et tu en as besoin pour tenir ton téléphone, » a dit Tessa. Sa voix est devenue ferme, le ton direct qu'elle utilisait quand il essayait de sauter ses réunions du conseil. « Où est la trousse, Roman? »
Un léger sourire sans humour a touché le coin de sa bouche. Il a hoché la tête en direction du couloir. Salle de bain principale, tiroir du bas sous le lavabo. Tessa est passée devant lui, a récupéré la boîte en plastique blanc et est retournée à la cuisine. Elle l'a posée sur le comptoir, a ouvert les loquets et a sorti une bouteille d'antiseptique, de la gaze et un rouleau de ruban adhésif médical. « Assieds-toi », a-t-elle ordonné, en montrant un tabouret de bar. Roman s'est assis. Il a posé sa main blessée sur le granit frais, paume vers le bas. Tessa a versé l'antiseptique sur un coton. Elle n'a pas demandé si ça allait piquer. Elle est entrée dans son espace personnel, sa hanche frôlant son genou, et a pris sa main dans la sienne. Ses doigts étaient épais, calleux par des années de choses auxquelles elle ne voulait pas penser. Elle a pressé le coton imbibé sur ses jointures déchirées. Roman n'a pas sifflé. Il ne s'est pas reculé. Le muscle de sa mâchoire a tressailli une fois, mais sa respiration est restée parfaitement régulière. Il regardait son visage, pas sa main. « Tu es très silencieuse », a murmuré Roman, sa voix un grondement grave dans l'appartement vide. « Je me concentre », a répondu Tessa, en essuyant soigneusement le sang séché pour révéler la peau fendue et irritée en dessous. « Tu ne trembles plus. Je suis passé à l'état de choc. C'est beaucoup plus productif. » Roman a laissé échapper une courte expiration rauque qui aurait pu être un rire. Il s'est légèrement déplacé, se penchant en avant pour que sa poitrine ne soit qu'à quelques centimètres de son bras. « Je suis désolé d'avoir amené ça à ta porte, Tessa. » Elle a arrêté d'essuyer. Elle a gardé les yeux sur sa main, son pouce reposant contre son poignet. Elle pouvait sentir son pouls. Il était lent, régulier, le pouls d'un prédateur au repos. « Tu ne l'as pas amené à ma porte, » a-t-elle dit doucement. « Je suis entrée dans la mauvaise pièce. Je suis une grande fille. Je savais pour qui je travaillais. »« Ah, vraiment? » a demandé Roman. La question était lourde, chargée du poids des hommes laissés en sang sur le sol de l'entrepôt. Connaître les chiffres sur une feuille de calcul est différent de regarder un homme s'étouffer avec ses propres dents. Tessa a finalement levé les yeux. Son visage était à quelques centimètres du sien. Le masque du PDG poli avait complètement disparu, ne laissant que le justicier endurci et impitoyable en dessous. Il lui offrait une porte de sortie. Il attendait qu'elle le regarde avec dégoût, qu'elle le traite de monstre, qu'elle exige une indemnité de départ et un aller simple pour un autre État. Tessa a regardé dans ses yeux sombres et scrutateurs. Elle a pensé à la terreur du bureau fermé à clé, au bruit des clés, à la certitude absolue qu'elle allait mourir dans le noir. Et puis elle a pensé au son de la voix de Roman de l'autre côté de la porte. « Tu m'as gardé en sécurité », a-t-elle dit, la voix ferme. Elle a pris la gaze et a commencé à bander sa main, en serrant le coton blanc sur ses jointures. C'est la seule chose qui compte ce soir. Elle a scotché le bout de la gaze, a tapoté le dos de sa main bandée et a fait un pas en arrière. « Je vais prendre cette douche maintenant », a-t-elle dit. Roman l'a regardé marcher dans le couloir, sa main bandée reposant sur le comptoir. Pour la première fois en 10 ans, il ne savait pas quel serait son prochain mouvement. Le matin dans le penthouse était d'une luminosité aveuglante. Tessa s'est réveillée dans un lit de la taille d'une petite île, enveloppée dans des draps qui semblaient être de la soie filée. Pendant 3 secondes, elle a oublié où elle était. Puis le souvenir de l'entrepôt s'est abattu sur elle comme un piano qu'on laisse tomber. Elle s'est assise. Ses vêtements de la veille étaient pliés proprement sur une chaise près de la fenêtre. Ils avaient été nettoyés et repassés pendant la nuit. Il y avait une brosse à dents neuve, encore dans son emballage, près du lavabo de la salle de bain. Le monde de Roman Valerie fonctionnait sur une machinerie invisible de faveur et de personnel silencieux. Elle a pris une douche, a enfilé sa jupe et son chemisier fraîchement repassé et est sortie dans le salon principal. L'odeur de café torréfié l'a immédiatement frappée. Roman se tenait près des baies vitrées, vêtu d'un pantalon anthracite frais et d'un col roulé noir. Il tenait un iPad dans sa main gauche, faisant défiler des documents. Sur la table basse derrière lui se trouvait une tasse fumante de café noir. Et à côté de la tasse, posé nonchalamment sur le journal du matin, il y avait un pistolet semi-automatique noir avec silencieux. C'était une juxtaposition dérangeante. C'était la réalité de Roman Valerie parfaitement résumée. « Bonjour », a dit Roman sans se retourner. « Il y a du café dans la cuisine. Ton chat est en train de terroriser le service de sécurité à la planque. Il a mangé une demi-livre de saumon importé. » Tessa est entrée dans la cuisine, s'est versé une tasse de café et s'est appuyée contre le comptoir. Il s'appelle Barnaby et il a l'estomac sensible. Tu vas devoir payer pour le nettoyage de la moquette. Roman s'est retourné, l'iPad tombant à ses côtés. Il l'a regardé, ses yeux sombres scrutant son visage, évaluant son état mental. Il a semblé satisfait de ce qu'il a vu. Je peux me le permettre. Son téléphone principal a sonné. C'était un tri strident et aigu qui a percé le calme matinal. Roman a posé l'iPad, a pris le téléphone et a répondu sans regarder l'identifiant de l'appelant. « Parlez ». Tessa l'a regardé. Elle a vu sa posture changer, la domesticité décontractée s'évaporant instantanément. La température dans la pièce a semblé chuter de 10 degrés. « Où ?» a demandé Roman. « Une pause. Est-ce qu'il parle? » Une autre pause. La mâchoire de Roman s'est crispée. Le muscle s'est contracté près de son oreille. « Gardez-le là. Videz le bâtiment. J'arrive. » Roman a raccroché le téléphone et l'a glissé dans sa poche. Il s'est dirigé vers la table basse et a ramassé l'arme, vérifiant la chambre avec une efficacité fluide et exercée avant de la glisser dans un étui au creux de son dos. Il ne l'a pas regardé en enfilant sa veste de costume. « Je dois partir. Le bâtiment est sécurisé. J'ai 3 hommes dans le hall et 2 dans l'ascenseur de service. »
Ne commande pas de livraison. N'ouvre la porte à personne. Tessa a pris une gorgée de son café. Il était brûlant et parfaitement amer. C'est Hodges, n'est-ce pas? Carmine l'a trouvé. Roman s'est arrêté à la porte d'entrée. Il s'est retourné lentement, sa main reposant sur la lourde poignée en laiton. Il ne l'a pas traité avec condescendance en lui mentant. Oui, nous l'avons récupéré dans un motel près de l'Interstate 95. Il essayait de prendre un bus pour Montréal. Que va-t-il se passer maintenant? Maintenant, je mène un audit, a dit Roman d'un ton plat. Tessa a posé sa tasse sur le comptoir. La céramique a cliqueté bruyamment dans la pièce silencieuse. Elle a croisé les bras sur sa poitrine, se sentant soudainement très froide. Elle n'était pas une enfant. Elle regardait les informations. Elle savait ce qui arrivait aux gens qui volaient la famille Valerie. Ils finissaient dans les fondations de nouveaux gratte-ciel ou flottaient dans la baie. Il va supplier, a dit Tessa doucement. Roman est retourné vers la cuisine, s'arrêtant à quelques mètres d'elle. Sa présence était écrasante, une sombre attraction gravitationnelle. Il a volé pour 2 millions de dollars de produits purs. Tessa. C'est du business. Je peux tolérer de mauvaises affaires. Je peux négocier. Roman a tendu la main, sa main bandée effleurant doucement une mèche de cheveux rebelles derrière son oreille. Son contact était incroyablement léger, un contraste frappant avec la violence qu'il s'apprêtait à commettre. Mais il a vendu mon emploi du temps. Il t'a mise dans une pièce fermée avec des hommes qui n'avaient aucune règle, a poursuivi Roman, sa voix tombant dans un murmure soyeux et dangereux. Ce n'est pas du business, c'est une dette, et je recouvre mes dettes. Tessa a fixé sa poitrine. Elle devrait être horrifiée. Elle devrait plaider pour la vie de Hodges, argumenter en faveur de la police, des tribunaux, de la manière civilisée de gérer les choses. Mais le monde civilisé n'avait pas répondu à son téléphone quand elle se cachait sous un bureau. Le monde civilisé ne se souciait pas d'une secrétaire dans un entrepôt. Roman s'en souciait. Le cynisme qu'elle avait accumulé au cours d'une vie de galère dans une ville difficile s'est cristallisé à ce moment-là. Hodges avait choisi sa voie. Il avait échangé sa vie contre de l'argent. Tessa a levé les yeux vers Roman. Elle n'a pas bronché. Elle ne s'est pas reculée. Assure-toi qu'ils te disent qui d'autre était impliqué, a-t-elle dit. Sa voix était complètement dénuée d'émotion. Tu as un angle mort dans le département logistique. Nous devons colmater la fuite avant l'audit de fin d'année. Roman la fixa. Pendant un long moment suspendu, il l'a juste regardée, traitant le poids froid et pragmatique de ses mots. Elle ne fuyait pas. Elle ne craquait pas. Elle gérait le problème. Une chaleur lente et sombre a flambé dans les yeux de Roman. C'était un regard de possession profonde et absolue. « Je t'obtiendrai les noms, Mademoiselle Quinn », a dit Roman doucement. « Merci, Monsieur Valerie. » Roman s'est retourné et est sorti. La lourde serrure a cliqué derrière lui, laissant Tessa seule dans le penthouse. Elle a repris sa tasse de café, ses mains parfaitement stables, et s'est dirigée vers les baies vitrées pour regarder la ville en contrebas. Elle venait de vendre son âme au diable. Et le pire, c'est qu'elle ne regrettait pas une seule seconde. Le sous-sol de l'usine textile abandonnée en bordure du quartier industriel sentait l'eau stagnante et le cuivre. L'air y était lourd, vicié, épais d'une humidité qui s'infiltrait dans les os d'un homme et y restait. Roman détestait les sous-sols. Il manquait de raffinement. Il n'avait pas l'efficacité propre et stérile qu'il préférait dans ses affaires. Mais pour s'occuper d'un rat, il fallait aller dans les égouts. Il a descendu les escaliers en béton, ses chaussures en cuir faisant un claquement lent et rythmé contre la pierre. Carmine attendait en bas, appuyée contre un pilier de soutien rouillé, les bras croisés. La lueur crue d'une seule ampoule en cage illuminait le centre de la pièce. Sous la lumière se trouvait Hodges. Le contremaître était attaché à une lourde chaise en acier avec des serre-câbles industriels. Il avait l'air terrible. Son visage était meurtri. Carmine n'était pas connue pour sa douceur lors des extractions, et un mince filet de sang séché croûtait sa lèvre supérieure. Mais le pire, c'était ses yeux. Ils étaient grands ouverts, s'agitant sauvagement, remplis de la terreur primale absolue d'un homme qui comprenait soudain qu'il était arrivé au bout de sa vie. Roman s'est arrêté au bord de la lumière. Il n'a rien dit. Il a juste regardé Hodges. Monsieur Valerie, a croassé Hodges. Sa voix s'est brisée, un râle sec et pathétique. Monsieur Valerie, s'il vous plaît, je jure devant Dieu, je ne savais pas qu'elle serait là. Je ne savais pas. Roman a enlevé sa veste de costume. Il l'a pliée avec un soin méticuleux, s'assurant que les revers étaient parfaitement alignés, et l'a tendue à Carmine. Il a défait les boutons de manchette de sa chemise blanche, a placé les lourds carrés d'argent dans la poche de son pantalon et a lentement retroussé ses manches au-delà de ses avant-bras. Les bandages blancs que Tessa avait enroulés autour de ses jointures ressortaient violemment dans la pièce sombre. « Tu avais un plan d'épargne retraite avec cette entreprise, Hodges », a dit Roman. Sa voix était conversationnelle, calme. Il a tiré une chaise pliante en métal bon marché, a essuyé le siège avec sa main gauche nue et s'est assis directement en face du contremaître. « Tu avais une assurance dentaire complète, 5 semaines de congés payés, une prime de Noël qui rivalisait avec le salaire de base de la plupart des cadres moyens de cette ville. J'étais endetté, a sangloté Hodges, se débattant contre les liens en plastique qui maintenaient ses poignets aux accoudoirs. La chaise a grincé en signe de protestation. Les paris sportifs, Monsieur Valerie, les bookmakers d'Atlantic City, ils allaient me casser les jambes. J'avais juste besoin d'assez pour rembourser les intérêts. Je n'ai pris que 3 caisses. 3. Vous en déplacez des centaines par semaine. Je pensais que vous ne le remarqueriez pas. Roman s'est penché en avant, posant ses coudes sur ses genoux. Il a joint ses mains lâchement.
Je remarque tout, a dit Roman. La platitude morte était de retour dans ses yeux, mais j'aurais pu absorber le vol. Si tu étais venu me voir, Hodges, si tu m'avais regardé dans les yeux et m'avais dit que tu te noyais, j'aurais payé tes dettes. Tu le sais, je prends soin de mes employés. J'avais peur. Au lieu de ça, l'interrompit Roman, sa voix baissant d'un décibel, tranchant l'air humide comme un rasoir, tu as vendu les codes d'accès du quai 41 au syndicat Sullivan. Tu as laissé des voyous de South Boston entrer dans mon entrepôt sécurisé. Roman a fait une pause. Il a regardé sa main droite bandée. Il pouvait encore sentir la chaleur des doigts de Tessa lissant le ruban adhésif. Il pouvait encore voir la tache sombre de son sang sur sa peau pâle. Et quand ma secrétaire est entrée, a poursuivi Roman doucement, tu l'as désignée. Tu les as regardés sans prendre à elle. Hodges a commencé à hyperventiler. De la salive s'est accumulée au coin de sa bouche. Ils ont dit qu'ils voulaient juste lui faire peur, pour la faire taire. Je leur ai dit de ne pas la toucher. Qui a modifié les registres d'inventaire? A demandé Roman. Le changement de sujet était si brusque, si brutalement corporatif, qu'il a fait cligner des yeux Hodges de confusion. Quoi? Tu es contremaître, a dit Roman, sa patience s'amenuisant. Tu gères l'atelier. Tu n'as pas accès à la chaîne d'approvisionnement numérique. Quelqu'un au bureau a modifié le manifeste pour indiquer que ces caisses étaient des marchandises endommagées, afin que le vol ne soit pas signalé dans l'audit hebdomadaire. Qui était-ce? Hodges a serré les yeux, secouant la tête. Si je vous le dis, vous allez me tuer. Roman s'est levé. La chaise en métal a raclé bruyamment contre le béton. Si tu ne me le dis pas, Carmine va prendre une pince coupante et s'occuper de tes doigts, une articulation à la fois, jusqu'à ce que tu t'évanouisses de douleur. Puis il te réveillera avec de l'adrénaline et il commencera par tes orteils. Et après ça, tu me le diras quand même. Ensuite, je te tuerai. Ce n'était pas une menace, c'était un programme d'événements. Hodges a craqué. Le combat a disparu de son corps, le laissant affalé contre les liens en plastique, une coquille vide d'homme. Donovan, a pleuré Hodges, le nom sortant avec un sanglot humide. Gary Donovan? Le responsable logistique de l'équipe de nuit? Il a les codes d'autorisation. Il a partagé l'argent avec moi. Roman a regardé par-dessus son épaule vers Carmine. Carmine a fait un bref signe de tête et a sorti son téléphone pour envoyer le message. Gary Donovan n'arriverait pas à son poste ce soir. Roman s'est retourné vers Hodges. Il a passé la main dans son dos, sortant le lourd pistolet avec silencieux de son étui. Monsieur Valerie, s'il vous plaît, a supplié Hodges, des larmes coulant sur son visage meurtri. J'ai une fille à l'université. S'il vous plaît. Eh bien, tu aurais dû penser à elle avant de enfermer Tessa dans cette pièce. Roman a levé l'arme. Il n'a pas cligné des yeux. Le coup de feu étouffé a sonné comme un gros manuel qu'on laisse tomber à plat sur un sol en béton. Un craquement sec suivi d'un bruit sourd. La tête de Hodges a basculé en arrière, puis est tombée en avant, son menton reposant sur sa poitrine. Roman a baissé l'arme. Il n'a pas regardé le corps. Il a mis la sécurité, a remis l'arme dans son étui et s'est tourné vers Carmine. Nettoie ça. Enterre-le profondément. Pas de traces cette fois. Roman a pris sa veste des mains de Carmine, l'a jetée sur son épaule et est remonté par les escaliers en béton. Il avait besoin d'un verre. Et il avait besoin de voir sa secrétaire. À des kilomètres de là, dans le silence climatisé du penthouse, Tessa était assise à l'immense îlot de cuisine. Elle avait préparé une théière de thé Earl Grey il y a 1 heure. Il était devenu complètement froid. Elle n'en avait pas bu une seule gorgée. Devant elle se trouvait son ordinateur portable de travail sécurisé. Elle s'était connectée au serveur principal de Valerie Logistics. Depuis 3 heures, elle menait une analyse forensique brutale de la base de données de la chaîne d'approvisionnement de l'entreprise. Elle ne tremblait plus. La peur qui l'avait paralysée dans l'entrepôt s'était consumée, laissant derrière elle une concentration froide et cristalline. Elle faisait ce qu'elle faisait de mieux. Elle trouvait les erreurs. Tessa a croisé les horaires de travail du quai 41 avec les manifestes numériques des 3 derniers mois. Elle a cherché des anomalies, des caisses marquées comme endommagées en transit et radiées pour des raisons d'assurance. Des gens normaux dans sa situation feraient leurs valises. Ils appelleraient la police, imploreraient une protection des témoins, essaieraient de disparaître avant que le chef de la mafia ne revienne pour terminer ses sombres affaires. Mais Tessa avait passé toute sa vie à voir le système échouer. La police ne se souciait pas d'une fille du West End avec une montagne de dettes. La loi était un luxe pour les gens qui pouvaient se payer de bons avocats. Roman Valerie était un criminel. Il était dangereux. Il était, selon toutes les mesures sociétales, un homme mauvais. Mais il avait mis son corps entre elle et la mort sans une seconde d'hésitation. Il offrait une sécurité absolue et terrifiante dans un monde qui avait toujours été chaotique et cruel pour elle. Ses doigts volaient sur le clavier. Elle n'était plus seulement une secrétaire. Elle était une complice. Et cette prise de conscience ne la rendait pas malade. Elle la faisait se sentir puissante. Elle a trouvé l'anomalie. Il y a 4 semaines, 2 cargaisons de produits pharmaceutiques bruts d'outre-mer, marqués comme corrompus en raison de dégâts des eaux, radiés, gérés par Hodges, approuvés par Gary Donovan du département logistique. Tessa a appuyé sur imprimer. L'imprimante laser sans fil du bureau de Roman a pris vie, crachant la piste papier accablante. Elle a fermé l'ordinateur portable juste au moment où la lourde serrure de la porte d'entrée a cliqué. Roman est entré dans le penthouse à 11h30 précise. Les lumières du salon principal étaient éteintes. La seule illumination provenait de la douce lueur ambrée de l'éclairage sous les armoires de la cuisine et de la lumière bleue de l'horloge numérique sur la cuisinière. Il se déplaçait lentement.
La chute d'adrénaline le frappait plus fort que d'habitude. Le poids psychologique de maintenir son sang-froid, d'exécuter un homme qui avait travaillé pour lui pendant 5 ans, pesait sur ses épaules. Il a laissé tomber ses clés sur la console de l'entrée. Elles ont atterri avec un cliquetis sec. Je suis dans la cuisine. La voix de Tessa était calme, mais elle portait dans l'appartement silencieux. Roman s'est dirigé vers la lumière. Il s'est arrêté au bord de l'îlot en granit. Tessa était assise sur un tabouret de bar, portant un de ses pulls en cachemire noir trop grand par-dessus sa jupe. Elle avait l'air petite, mais sa posture était rigide, inébranlable. Il n'a pas parlé. Il est passé devant elle, directement au bar. Il a pris une bouteille de Scotch Single Malt, a ignoré les lourds verres en cristal et a bu une longue gorgée brûlante directement au goulot. Il avait besoin du feu pour chasser le goût fantôme de l'air humide du sous-sol. Il a posé la bouteille avec un bruit sourd. Il s'est penché en avant, agrippant le bord du comptoir, la tête baissée. Il a attendu qu'elle demande. Il a attendu la question inévitable. Est-il mort? L'as-tu tué? Mais Tessa n'a pas demandé. Au lieu de ça, elle a fait glisser une pile de papier fraîchement imprimé sur l'îlot en granit. Ils se sont arrêtés juste à côté de son coude. Gary Donovan, a dit Tessa. Sa voix était totalement dénuée d'inflexion. C'était le ton exact qu'elle utilisait pour l'informer que sa réunion de 3 heures était annulée. Responsable logistique de l'équipe de nuit. Il a autorisé les faux rapports de dommages. Il détourne des fonds de l'entrepôt secondaire depuis au moins 4 mois. La perte totale est estimée à environ 2,4 millions de dollars en valeur marchande. Roman s'est figé. Il a fixé les papiers. Il a lentement tourné la tête pour la regarder. « Tu as trouvé ça ce soir », a déclaré Roman. Ce n'était pas une question. « Tu as dit que nous avions un angle mort », a répondu calmement Tessa. « J'ai audité le département. La piste papier est bâclée. » Donovan a utilisé son identifiant personnel pour écraser le système automatisé. Il est arrogant ou stupide. Probablement les deux. Roman s'est retourné complètement. Il a regardé la femme assise à son îlot de cuisine. Elle n'avait pas posé de questions sur la violence. Elle avait complètement contourné les implications morales et avait simplement résolu le problème logistique qui avait conduit à la violence. Il s'est approché lentement d'elle. Il s'est arrêté à 30 centimètres. L'air entre eux est soudainement devenu suffocant, chargé d'une gravité indéniable. « Hodges m'a donné le nom de Donovan 10 minutes avant que je lui mette une balle dans la tête », a dit Roman doucement, délibérément brutal, testant ses limites. Carmine est en train de récupérer Donovan à son appartement. Tessa n'a pas bronché. Ses yeux se sont rivés sur les siens. Bien. L'entreprise ne peut pas se permettre une fuite structurelle comme ça. La poitrine de Roman s'est serrée. Il a tendu la main, sa main droite bandée, agrippant le bord du comptoir à côté de sa hanche, la piégeant dans son espace. Il s'est penché, son visage à quelques centimètres du sien. Il sentait le scotch cher, la pluie et l'odeur métallique et indubitable de la poudre à canon. « Tessa », a-t-il murmuré, sa voix un avertissement sombre et rauque. « Est-ce que tu comprends ce que tu es en train de faire? Je fais mon travail, Monsieur Valery. » Non, ce n'est pas le cas. La main gauche de Roman s'est levée. Il n'a pas demandé la permission cette fois. Il a pris sa mâchoire en coupe, son pouce effleurant la peau douce de sa pommette. Son contact était ferme, possessif. Une secrétaire remplit des déclarations d'impôts et commande du café. Une secrétaire crie quand un homme rentre à la maison avec du sang sur ses chaussures. Tu regardes un meurtrier et tu lui donnes un dossier cible. Tessa s'est penchée dans sa main. C'était un mouvement microscopique, mais Roman l'a senti. Il a envoyé une onde de choc de chaleur directement à son cœur. « Je regarde l'homme qui est venu me chercher », a dit Tessa, sa voix tombant à un murmure. Le cynisme dans ses yeux s'est fissuré, révélant le cœur brut et battant en dessous. « J'ai passé toute ma vie à respecter les règles, Roman. Les règles te font enfermer dans une pièce avec des monstres. Les règles te font tuer. Si le choix est entre être une victime ou être de ton côté du registre. » Elle a levé la main, sa petite main s'enroulant autour de son poignet. « Je choisis ton côté du registre. » Roman la fixa. Pendant des années, il avait gardé ses deux vies entièrement séparées. Le monde corporatif propre et la réalité sombre et violente de sa vraie nature. Tessa était le pont. Elle avait traversé le feu de son monde et en était sortie forgée dans l'acier. Il ne voulait pas la corrompre. Mais Dieu, il était un homme égoïste. Il la voulait exactement comme ça, froide, brillante et debout à ses côtés dans l'obscurité. « Il n'y a pas de retour en arrière possible », a dit Roman, sa voix baissant d'une octave, rauque d'un désir soudain qu'il ne pouvait masquer. « Si tu entres dans cette vie, tu y restes. Tu ne peux pas partir quand le registre devient trop sanglant. Tu m'appartiens avec tout ce que ça implique. Je sais. » Roman a expiré un souffle saccadé. Il a déplacé sa main de sa mâchoire à l'arrière de son cou, emmêlant ses doigts dans ses cheveux et a posé son front lourdement contre le sien. Il a fermé les yeux. « Vous êtes une femme terrifiante, Mademoiselle Quinn. Tu as besoin d'une assistante de direction. » Roman, a-t-elle soufflé contre ses lèvres, la formalité de son nom disparaissant enfin complètement. « Tes opérations sont un désastre. » Un rire bas et sombre a vibré dans la poitrine de Roman. Il l'a tiré contre lui, enfouissant son visage dans le creux de son cou, inspirant l'odeur de son shampoing à la vanille par-dessus la puanteur de la violence de la nuit. La ligne avait été franchie. Le bureau d'accueil était vide et le patron avait enfin trouvé sa partenaire. Le siège de Valery Logistics était silencieux à 6 heures du matin. Le personnel de nettoyage avait déjà poli les sols en marbre du hall, laissant derrière lui la faible odeur stérile de cire au citron. Roman et Tessa ont franchi ensemble les doubles portes en verre. Pendant 3 ans, c'était le moment où ils se séparaient.
Roman prenait l'ascenseur privé pour la suite exécutive, et Tessa tournait à gauche vers le bureau de la réception pour commencer à trier le courrier de la nuit. Aujourd'hui, elle n'a pas tourné à gauche. Elle est passée tout droit devant le bureau d'accueil, ses talons claquant un rythme sec et autoritaire sur le marbre, et a suivi Roman dans l'ascenseur privé. Roman a appuyé sur le bouton du dernier étage. Les portes se sont refermées, les scellants dans la cabine lambrissés d'acajou. Il l'a regardée. Elle portait un tailleur-jupe anthracite parfaitement coupé, un miroir subtil, peut-être inconscient, de sa propre garde-robe. Elle tenait un épais dossier manille contre sa poitrine. Son visage était complètement illisible. « Carmine, mets-le dans la salle de conférence principale », a dit Roman. Sa voix était basse, dépourvue de la raucité matinale, déjà calibrée pour les affaires. « Tu n'as pas besoin d'être là pour ça, Tessa. Ce sera désagréable. » « Donovan n'est pas Hodges », a répondu Tessa, sans quitter des yeux les portes de l'ascenseur. « C'est un voleur en col blanc. Il pense qu'il a roulé une bande de voyous. Si tu te contentes de le frapper, il mourra en pensant qu'il était plus malin que toi. Je veux qu'il sache exactement comment il s'est fait prendre. » L'ascenseur a sonné. Les portes se sont ouvertes sur la suite exécutive. « Montrez le chemin, Mademoiselle Quinn », a murmuré Roman. La salle de conférence principale était une merveille d'intimidation corporative. Des baies vitrées du sol au plafond donnaient sur le port, et une immense table en ardoise dominait le centre de la pièce. Gary Donovan était assis dans un fauteuil en cuir à haut dossier à l'extrémité. Donovan était un homme mince d'une trentaine d'années, portant une chemise froissée et une expression d'indignation fabriquée. Deux des hommes de Roman se tenaient près de la porte, leurs mains posées nonchalamment près de leur ceinture. Donovan s'est levé dès que Roman est entré. « Roman, c'est de la folie. Tes gorilles m'ont sorti de mon lit à 3 heures du matin. J'exige de savoir de quoi il s'agit. » Roman n'a pas répondu. Il s'est dirigé vers le bout de la table, a tiré une chaise et a fait signe à Tessa de s'asseoir. Elle s'est assise. Roman est resté debout derrière elle, ses grandes mains posées sur le dossier de sa chaise. C'était une déclaration de hiérarchie physique claire et sans équivoque. Donovan a regardé Tessa, le front plissé de confusion. « Tessa, qu'est-ce que la réceptionniste fait ici? Je suis l'assistante de direction du PDG, a dit Tessa doucement. Elle a ouvert un dossier manille et a posé 3 feuilles de calcul imprimées à plat sur la table en ardoise. Et je mène un audit interne concernant les 2 millions de dollars de produits manquants du quai 41. Donovan a laissé échapper un rire sec et méprisant. Produits manquants? Hodges s'en est occupé. Le toit fuyait. La cargaison a été compromise. J'ai juste signé le rapport de dommages. Je suis un manager, Roman. Je ne peux pas surveiller la météo. Tessa a fait glisser le premier morceau de papier sur la longue table. Il s'est arrêté à quelques centimètres des doigts de Donovan. Voici le bulletin météo pour la nuit en question, a dit Tessa, son ton parfaitement plat. 0 précipitation. Le toit n'a pas fui. L'expression suffisante de Donovan a vacillé une fraction de seconde. D'accord. Un tuyau a éclaté. Je ne me souviens pas des détails exacts. Je traite une centaine de formulaires par semaine. Tessa a fait glisser le deuxième morceau de papier sur la table. Voici le registre d'entretien du quai 41. Aucune réparation de plomberie n'a été commandée ou exécutée depuis 6 mois, a-t-elle poursuivi, sa voix prenant un élan froid et rythmé. De plus, les caméras de sécurité du quai de chargement secondaire ont connu une panne de réseau localisée pendant exactement 42 minutes la nuit où la cargaison a été déplacée. Des pépins technologiques, a rétorqué Donovan, sa voix montant d'une octave. Il a regardé Roman, essayant de contourner complètement Tessa. « Roman, vas-tu vraiment laisser une secrétaire m'interroger pour un dysfonctionnement de routeur? » Roman n'a pas bougé. Il a gardé les yeux rivés sur Donovan, son expression aussi dure que de la pierre taillée. « Écoute la femme, Gary. Elle parle. » Tessa a fait glisser le 3e papier. C'était un relevé bancaire. Voici l'historique des virements pour une société écran enregistrée aux îles Caïmans sous le nom de GD Consulting, a dit Tessa. 2 jours après que le produit a été marqué comme endommagé, un virement de 400 000 $ a été déposé sur ce compte. L'adresse IP utilisée pour autoriser le virement provenait du routeur sans fil de votre appartement dans le South End. Un silence total est tombé sur la salle de conférence. Donovan a fixé le relevé bancaire. La couleur a quitté son visage, laissant sa peau d'un gris cendré et maladif. Sa bouche s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. L'indignation fabriquée s'est évaporée, remplacée par la réalisation écrasante qu'il avait laissé une traînée de sang numérique assez large pour y faire passer un camion. « Tu n'as pas seulement volé », a dit Tessa doucement, en fermant le dossier manille vide. « Tu as exposé l'entreprise. Tu as vendu les codes d'accès de sécurité au syndicat Sullivan. Tu as utilisé le réseau de l'entreprise pour gérer ton détournement de fonds, créant une responsabilité directe pour M. Valory. C'était bâclé, Gary. C'était embarrassant. » Les genoux de Donovan ont fléchi. Il est retombé dans son fauteuil. Il a regardé Roman, les yeux écarquillés de panique. « Roman, attends. Je peux rendre l'argent. Je n'y ai pas touché. Je le jure devant Dieu. » Roman a finalement bougé. Il a contourné la table, ses pas lourds et délibérés. Il s'est arrêté à côté de la chaise de Donovan. « Les Sullivan pensaient qu'ils pouvaient entrer chez moi parce que tu as laissé la porte ouverte, » a dit Roman. Sa voix était un grondement bas et terrifiant. « Ils ont enfermé mes gens dans une pièce. Ils ont menacé mes biens. »« Je ne savais pas, » a hurlé Donovan, agrippant les accoudoirs. « Je leur ai juste donné les codes. Je ne savais pas que quelqu'un serait là. » « L'ignorance n'est pas une défense acceptable dans cette entreprise, » a déclaré Roman.
Il a tendu sa main droite bandée et a saisi la nuque de Donovan. Ses doigts se sont enfoncés dans les faisceaux nerveux. Donovan a laissé échapper un hoquet étranglé. Roman s'est penché, parlant directement dans l'oreille de Donovan. « Tu es renvoyé, Gary. » Avec effet immédiat, Roman a relâché sa prise. Il a regardé les deux hommes qui se tenaient près de la porte. « Emmenez-le au sous-sol de l'ancien chantier naval », a ordonné Roman. « Récupérez les mots de passe du compte. Recouvrez les fonds. Quand l'argent sera sur nos comptes, donnez-lui son indemnité de départ. »« Non !» a crié Donovan alors que les deux hommes le saisissaient par les bras, le tirant de sa chaise. « Tessa! Dis-lui! Tessa! S'il te plaît! » Tessa n'a pas bronché. Elle est restée parfaitement immobile, les mains jointes sur le dossier manille fermé, et a regardé Gary Donovan être traîné hors de la salle de conférence en verre, donnant des coups de pied et criant. Les lourdes portes se sont refermées. La pièce était de nouveau silencieuse, à l'exception du bourdonnement lointain de la climatisation centrale. Roman est retourné lentement au bout de la table. Il a regardé Tessa. « Tu as bien géré ça », a dit Roman doucement. Tessa a levé les yeux vers lui. Son cœur battait vite, un tambour régulier contre ses côtes. Elle n'éprouvait aucune pitié pour l'homme qui venait d'être traîné à sa mort. Elle ne ressentait qu'un profond et absolu sentiment de sécurité. Elle avait éliminé la menace. « L'entreprise est en sécurité, Monsieur Valory », a-t-elle dit. Roman s'est penché, a saisi ses bras et l'a tiré sur ses pieds. Il ne l'a pas lâché. Il l'a tiré contre sa poitrine. « L'entreprise va bien », a murmuré Roman, ses yeux sombres scrutant son visage, cherchant le moindre signe de regret. « Comment vas-tu » Tessa a posé ses mains à plat sur les revers de sa veste de costume. Elle sentait le muscle lourd et solide sous la laine. Elle sentait la chaleur de son corps. « Je suis exactement là où je veux être », a-t-elle murmuré. Le contrôle de Roman a finalement cédé. Il a posé sa bouche durement sur la sienne. Ce n'était pas un baiser tendre. Il était brutal, possessif, portant le poids de la violence qu'ils venaient d'orchestrer ensemble. Tessa l'a embrassé en retour avec une férocité égale, ses doigts s'en mêlant dans les cheveux épais à la nuque de son cou. Ils étaient deux prédateurs dans une cage de verre, finalisant un contrat sombre et incassable. 2 semaines plus tard, la pluie est revenue sur la ville. Elle a lavé la suie des rues et a battu le verre renforcé de la suite exécutive. Le bureau de la réception au dernier étage de Valory Logistics était entièrement vide. La plaque en laiton qui indiquait Tessa Quinn avait été dévissée et jetée. Une agence d'intérim avait été engagée pour trouver un remplaçant. Mais Roman avait rejeté les 4 premiers candidats. Aucun d'eux ne faisait son café correctement et aucun ne savait se taire. À l'intérieur du bureau du PDG, l'agencement avait fondamentalement changé. Roman était assis à son immense bureau en chêne, un verre de scotch ambré posé près de sa main droite. Les bandages avaient enfin disparu, laissant derrière eux de profondes cicatrices roses et déchiquetées sur ses jointures. Il lisait un registre physique, vérifiant les routes maritimes trimestrielles. À 3 mètres de là, positionné à droite de la baie vitrée, se trouvait un nouveau bureau. Il était plus petit que celui de Roman, mais fait du même chêne sombre et lourd. Tessa était assise derrière. Elle tapait furieusement sur son ordinateur portable crypté, mettant à jour les protocoles de sécurité numérique pour les entrepôts du quai. Barnaby, le chat tigré orange, dormait dans un lit en velours placé spécifiquement au-dessus de la bouche de chauffage centrale dans le coin du bureau. Le syndicat Sullivan avait discrètement rendu les 2 millions de dollars de produits volés, accompagnés d'une lettre d'excuse très polie et très nerveuse de leur patron. Le message avait été reçu 5 sur 5 dans les bas-fonds de la ville. Valory Logistics n'avait aucun angle mort. Carmine dit que le nouveau contremaître du quai 41 demande une avance sur son premier mois de salaire, a dit Roman, sans lever les yeux de son registre. Sa mère a besoin d'un pontage coronarien. Tessa a arrêté de taper. Elle a ouvert le dossier des ressources humaines sur son écran. Marcus Vance, a lu Tessa, parcourant la vérification des antécédents. Casier judiciaire vierge, 20 ans sur les quais, bon score de crédit, pas de dette de jeu, pas de compte à l'étranger. « Est-ce qu'on autorise ?» a demandé Roman. Il s'en remettait à elle. Ce n'était pas un test. C'était une véritable consultation. La structure opérationnelle de la famille avait changé. Roman gérait les rues, le sang et la peur. Tessa gérait l'argent, la logistique et les audits internes. Ils étaient les 2 moitiés d'un moteur terriblement efficace. « Autorise », a dit Tessa, en fermant le dossier. « Fais le chèque à partir du compte de paie légitime. Fais-le livrer en main propre à l'hôpital par Carmine. Achète sa loyauté avec la grâce, pas la peur. » Roman a fermé le registre. Il a pris son verre de scotch et a bu une lente gorgée, ses yeux sombres fixés sur elle. Le regard dans ses yeux était le même que celui qui lui avait lancé la nuit où elle avait bandé ses jointures ensanglantées. Une possession absolue et sans faille. « Tu es une femme impitoyable, Tessa. »« Je suis pragmatique », a-t-elle corrigé, en repoussant sa chaise et en se levant. Elle s'est dirigée vers son bureau, ses talons s'enfonçant légèrement dans l'épais tapis perçant. Roman a posé son verre. Il a fait pivoter sa chaise pour lui faire face, la tirant par les hanches pour qu'elle se tienne entre ses genoux. Il a enroulé ses bras autour de sa taille, posant sa tête contre son ventre. C'était une posture incroyablement vulnérable pour un homme qui dirigeait la ville d'une main de fer. Mais dans cette pièce, derrière des portes closes, il n'y avait pas d'armure. Tessa a passé ses doigts dans ses cheveux sombres, un mouvement calme et apaisant. « La fin de ton audit est complètement propre », a-t-elle murmuré,
en regardant les mains cicatrisées posées sur ses hanches. Les fuites sont colmatées. L'argent est blanchi. Bien, a dit Roman, sa voix a une basse vibration contre son corps. Il s'est légèrement reculé, plongeant la main dans la poche intérieure de sa veste. Il a retiré un petit objet lourd et l'a posé sur le bureau en chaîne. C'était un téléphone prépayé crypté noir, exactement comme celui qu'il portait. Seules 3 personnes ont le numéro de ce téléphone, a dit Roman, en la regardant dans les yeux. Carmine, le comptable offshore, et moi. Tessa a fixé le morceau de plastique. Ce n'était pas une bague. Ce n'était pas une déclaration d'amour traditionnelle. Dans leur monde, c'était quelque chose de bien plus intime. C'était le pouvoir absolu. C'était les clés du royaume. Elle a pris le téléphone. Il semblait lourd dans sa paume. Si ce téléphone sonne, a poursuivi Roman, sa voix tombant à un vœu sombre et solennel, ça veut dire que j'ai besoin de toi. Tessa a regardé l'homme qui l'avait sorti de l'obscurité. L'homme qui avait tué pour elle, qui avait incendié sa propre maison pour la garder en sécurité. Elle ne voulait plus du monde ordinaire. Elle ne voulait plus de l'illusion de la sécurité. Elle voulait la réalité de lui. Elle a glissé le téléphone crypté dans la poche de sa jupe. « Si tu appelles », a murmuré Tessa, faisant écho à la promesse qu'il lui avait faite à l'arrière d'un SUV ensanglanté. « Je viendrai toujours. » Si vous avez ressenti la tension et aimé l'alchimie sombre et dangereuse entre Roman et Tessa, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. Ce n'est que le début de nos explorations dans les romances mafieuses, intenses et pleines d'émotions. Vous voulez plus d'histoires intenses où la loyauté se forge dans le sang et où l'héroïne dirige l'empire? Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo. Laissez un commentaire ci-dessous. Auriez-vous fait le même choix que Tessa? Partagez cette vidéo avec vos amis lecteurs de romances sombres et on se retrouve dans la prochaine histoire.